Bonjour, je suis Fanny Ricard. Je me définis comme révélatrice de beauté intérieure à travers la voix, le massage et l'art. Et je suis également l'hôte de ce podcast Conversation au cœur des hommes. Ce podcast, c'est une rencontre avant tout. Une rencontre avec soi, une rencontre avec l'autre. J'ai à cœur de vous proposer chaque dimanche une nouvelle conversation. C'est ma façon à moi de vous proposer des espaces de compréhension de l'autre, de vous, dans l'optique de développer des relations saines et équilibrées, d'accroître sa compassion envers soi-même, envers l'autre, de développer sa connexion émotionnelle et relationnelle. Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de face reveal massage ou encore de vous guider à travers mon art. À bientôt et bonne écoute. Donc on part ensemble. Allons-y. Bonjour Rémi. Bonjour Fanny. Comment tu vas ? Eh bien écoute, je vais bien. Avec ce soleil, voilà, on ne peut qu'aller bien. C'est clair. Et puis on est dans un écrin de nature, de verdure. On est connecté au chakra du cœur là, quand on est dans ton jardin. C'est beau. Oui, absolument. Je vais remettre un peu de contexte sur comment on s'est rencontrés, parce que c'est quand même un peu improbable. L'année dernière, je vais pour faire ma formation de massage Kobido et je cherche un Airbnb. J'en trouve un, je le mets de côté, je sais pas, j'hésite, etc. Et puis je tombe sur le tien, celui d'Agnès et le tien. Et là, je me dis, c'est là que je dois être. Mais vraiment. Et puis je book et puis je me dis, on verra bien. Et quand on s'est parlé le soir de mon arrivée, je me suis dit, je suis au bon endroit avec les bonnes personnes. Et je voulais vraiment te remercier parce que quand on a enregistré le jour de mon départ une petite vidéo de manière très spontanée, je pense que c'était là le début du podcast, tu vois. C'était il y a un an, je crois. Et ça m'émeut. Du coup, il me paraissait comme normal sur mon chemin de retour de Bretagne de passer en Mayenne et de venir vous saluer, vous remercier et puis recueillir aussi tes propos parce que t'es une personne très touchante, très pétillante, pleine de vie avec une belle histoire et je pense beaucoup de choses à partager. Donc voilà, je voulais remettre du contexte. D'accord. De quoi tu te souviens de l'année dernière quand on s'est rencontrés ? C'est quoi qui t'a marqué ? De toi ? Ouais. Eh ben, c'est ta façon de nous interviewer un jour spontanément. Voilà. Puis la liberté qu'on avait de parler avec toi. Simplement de choses simples, de choses de la vie, voilà. Ouais. C'est quoi ton recul aujourd'hui sur la vie ? C'est une question très très vaste et on va voir où est-ce que ça nous mène. Quand tu regardes en arrière, c'est quoi pour toi la vie ou c'est quoi ton recul sur la vie ? Oh, c'est difficile à dire ça. Ouais, je sais. J'ai pas dit que je posais des questions simples. Hein. Oui. Recul sur la vie, c'est pour moi que je suis petite particule dans l'univers et simplement je suis relié à la vie et à la vie de l'univers, c'est pas seulement la planète, c'est bien au-delà. Voilà, petite particule, mais voilà. Peut-être que à prendre de là, je découvre que elle a peut-être plus d'importance que je ne le soupçonnais jusqu'à maintenant, voilà. La vie ou la particule ? La vie. La particule, mais la particule aussi, oui. Parce que sans toi, tu vois, il manque quelque chose, forcément. Mais absolument, oui, bien sûr. Oui. Ouais. Et du coup, ça a été quoi ton plus grand enseignement de la vie ? À quel moment t'as pris conscience de ça et comment ça, que la vie, elle avait cette importance ? Est-ce qu'il y a eu un moment où... C'est une évolution. C'est une évolution parce que je suis pas né là où je suis né de mes parents par hasard. Donc voilà, c'est une évolution et je peux maintenant revoir des aspects qui ont été marquants et à quel moment j'ai pris cette conscience. Je ne saurais pas dire.
c'est quand même après avoir fait une escapade dans le militantisme politique et en être revenu en allant vers une recherche spirituelle qui me paraissait plus profonde que simplement vivre pour faire des choses, avoir du résultat, faire croire aux autres ou vouloir persuader les autres que c'est moi qui ai raison. J'ai eu ce militantisme-là. J'ai partagé ça avec un copain qui a eu le même militantisme que moi, que je lui ai dit, j'étais bien con de croire que j'avais raison pour les autres. Et ben il me dit, moi, j'ai eu la même impression aussi. Ouais. Voilà. Et donc, c'est au début des années 90, je me suis ouvert à d'autres découvertes, à la vie au-delà du vivant terrestre, à la vie voilà. Au-delà du visible. La vie au-delà du visible, oui. Ouais. Et puis, j'ai compris aussi, j'ai pris conscience qu'on vivait une évolution. Je me suis intéressé parce que j'étais en contact aussi avec un ami dans cette dynamique-là. Ça m'a aiguillé vers des lectures. Voilà, par le bouche à oreille, une amie m'a dit un jour dans un magasin, en faisant mes courses, dans une grande surface, tu devrais lire Crayon. Ok, je connais même pas. Non, eh ben, j'ai lu Crayon, c'est un Américain qui canalisait une entité angélique qui de la sphère de Michael, de l'archange Michael. D'accord. Qui communiquait sur l'évolution, qui nous disait, moi je suis l'archange comment il disait, du magnétisme, technicien du magnétisme. Je suis venu pour faire bouger un petit peu l'axe magnétique de la Terre. Ok. 15 jours après, je vois dans le journal le pôle magnétique s'est un peu déplacé. Wow. Oui, véridique, oui. Donc voilà, c'est des synchronicités, ça, qui étaient signifiantes pour moi. Donc voilà, j'ai continué ces lectures que je trouvais passionnantes et qui expliquaient que l'humanité vit depuis la nuit des temps une évolution, qui est en fait une évolution de conscience. Et j'ai appris une dizaine d'années plus tard que les Mayas l'avaient dit, ça, l'ont bien expliqué. Comment notre humanité vit une évolution de conscience par cycle. Voilà. Tu penses qu'on est en plein dedans, là ? On a même dépassé, eux, ils avaient dit, les cycles dans lesquels on se terminent en 2012. Alors tout le monde a attendu la fin du monde en 2012. C'est vrai qu'on en entendait parler à ce moment-là. Ouais. Et en fait, eux disaient, mais en 2012, ce qui va se passer, c'est rien du tout. C'est qu'on arrive au bout d'un processus, mais qu'après, on va repartir vers l'unité, vers un autre monde, un paradis sur Terre. Enfin, ils ne disaient pas paradis sur Terre. Mais voilà, on vit une évolution et il se trouve que j'ai participé à des groupes de lecture anthroposophiques sur Rudolf Steiner. On étudiait les écrits les conférences que donnait Rudolf Steiner, qui était quand même 100 ans avant nous, et qui déjà expliquait que le monde, l'humanité évolue, et que là, on est en train d'arriver au bout d'un cycle de 26 000 ans. Wow. Et j'ai retrouvé ça dans ce que disaient les Mayas aussi, ou ce que disait Crayon. Voilà. Ouais. Donc, Et quand tu as fait en fait ces découvertes pour toi, comment tu as réagi et surtout comment tu as été entourée, parce que c'est pas forcément évident, tu vois, de pouvoir partager en fait certaines choses. On peut pas le partager à tout le monde. Et du coup, toi, ça a été quoi le rôle de l'entourage, ou est-ce que ton entourage a changé à ce moment-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon entourage, c'était à ce moment-là un petit réseau d'amis simplement. Mon épouse n'entendait rien à ça. Elle était complètement en dehors et tant pis, c'est pas grave. Voilà. Elle réfutait ou juste on n'en parlait pas ?
On n'en parlait pas, voilà, ça lui était indifférent. D'accord. On n'avait pas cet échange, mais j'avais cet échange avec d'autres amis de temps en temps, mais voilà. C'était une lecture. Au début, c'était une lecture, simplement. Ouais. Mais ça prend de la place après dans sa vie, ça. Oui, voilà, oui. Puisque si ça évolue autour de nous, forcément, à l'intérieur de nous, on est une petite particule qui, elle aussi, a son propre cycle d'évolution. On dure pas 26 000 ans, mais bon. Oh, notre âme, on sait pas, mais nous, en tant qu'identité, bon, on dure pas 26 000 ans. Oui. Mais c'est vrai qu'on a les mêmes cycles, comme les cycles de la nature, comme tout ça. En fait, il suffit d'observer autour de nous et on vit ces cycles-là. Déjà, le rythme des saisons, le rythme de la lune aussi. Oui, je me suis formé à la biodynamie aussi. Ok. En même temps, donc, je suis dedans, je jardine avec le calendrier biodynamique en permanence. Ouais. Et ça a changé quoi, globalement? C'est qui le Rémi d'avant les années début 90 et le Rémi qui a évolué pour avoir vraiment... Parce que on a plusieurs vies dans une vie. Je pense pas qu'on en ait que deux. Je pense pas qu'il y ait juste un avant-après. Hein. Mais il y a forcément eu une étape plus importante. Et du coup, ça pourrait être intéressant de remettre du contexte et d'expliquer aussi que tu vois, tout ce que tu vis là aujourd'hui, ça a peut-être pas été des choses auxquelles tu croyais avant ou je sais pas du tout, tu vois, mais essayer peut-être de voir dans toi ton évolution et ton parcours par rapport à ton époque aussi. Oui. Comment ça s'est mis en place et... Oui. Ben moi, je peux repartir d'assez loin, de mon adolescence. Attends, t'as quel âge déjà, Rémi? Parce que c'est important, parce que si je monte ta photo, personne va me croire, donc... Il faut que tu nous dises ton âge. Ton vrai âge, hein? Oui, mon vrai âge. Bon, j'ai 81 ans. 81 ans. Incroyable. J'adore. Donc, par moments, je me dis quand même, j'ai vécu pas mal de choses. Ouais. Bon. Ouais. J'adore. Et je me souviens bien de des moments marquants de mon adolescence. Si je remonte à mon enfance, bon, je peux le dire en 2 mots aussi, quand même, j'ai eu une enfance. J'avais choisi des parents qui m'ont bien éduqué, formaté, tellement bien que mon père disait quelquefois, éduquer un enfant, non, c'est dresser, on fait du dressage avec les enfants. Je lui disais, papa, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Bon, donc j'ai pas voulu faire comme lui avec mes enfants. Ouais. Mais j'ai été bien formaté et ça m'a amené à être bien dévalorisé aussi. Hein. Tais-toi, tu comprendras quand tu seras plus grand, pose pas de questions, etc. Puis obéis surtout. Et puis mange ce qu'on te donne dans ton assiette, même si t'aimes pas. Voilà. En fait, ta place, si je peux me permettre de t'interrompre à ce moment-là, à l'époque, la place d'adulte et donc la voix qui porte, qu'on entend, elle est respectée à partir de quand tu quittes la maison familiale, que t'es marié, que t'as un travail, ou c'était quoi les codes à l'époque justement de Rémi, il existe, il a sa voix, de la valeur, il a de l'importance. À quel moment en fait c'était? Eh ben, c'était au moment de mon adolescence quand même, parce que j'ai travaillé un peu avec mon père sur la ferme. Mon père était agriculteur pendant 2 ans. Après avoir quitté le collège en 4e, parce qu'il y avait besoin de bras sur la ferme. Et je suis venu travailler, mais en même temps, il y a quelque chose qui m'a bien rendu service. On ne rend compte que des choses qui nous rendent service. C'est que dans ma famille catholique, mon père était un peu militant d'Action catholique. Et il m'a laissé m'engager dans un mouvement d'action catholique qui s'appelait la Jeunesse agricole chrétienne à l'époque. C'est le MRJC maintenant, Mouvement rural de jeunesse chrétienne. Et ça m'a bien permis de m'exprimer, de me former aussi. J'ai fait un stage de culture générale de 3 semaines dans la Manche, donc loin de ma famille, et avec des conférenciers. C'était un stage intensif, des conférences, des travaux par groupe, des carrefours d'échange. Et ce stage de 3 semaines, c'est une ouverture d'esprit phénoménale. J'imagine. Ouais. Après, j'ai animé dans
ma vie, dans les années qui ont suivi, j'ai animé moi-même un stage de culture générale dans le Finistère, à l'Esnevin. Ok. 80 stagiaires pendant 3 semaines. La JAC était capable de rassembler autant de gens pour un stage de culture générale de 3 semaines, très riche. Ouais. Alors voilà, où en étais-je? Tout ça pour expliquer ce qui a été marquant dans mon évolution. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu cette adolescence où j'étais d'une timidité extrême aussi. Ça m'a poursuivi longtemps, cette timidité. Elle se matérialisait comment, ta timidité? Elle se matérialisait dans le fait, surtout que je m'exprimais pas facilement, et mon rapport aux filles c'était un peu un blocage. Okay. J'avais du mal à avoir des relations avec des filles. J'essayais pas, mais voilà, il y avait comme un... T'avais des pensées dévalorisantes envers toi-même ou t'avais peur du jugement? Non, j'étais timide et alors, j'ai rencontré quelqu'un, c'était un aumônier du mouvement, à qui je m'étais ouvert sur le fait que j'étais timide. Il m'a dit, mais tu sais, peut-être que la timidité, c'est une forme d'orgueil. Oh. Ok. Voilà. Et ben, à partir de là, je me suis dit, ça vient de moi. Donc, à moi de travailler sur moi et pour sortir de cette timidité, voilà. Mais bon, ça m'a pas empêché de bouger, de faire des choses. Mais c'est ça, parce que tu avais la timidité et à la fois comme le militantisme. Oui. On pourrait imaginer que c'est comme les deux faces d'une même médaille, donc c'est intéressant. Comme si ça te permettait, comme si tu endossais un rôle. Quand tu étais dans le militantisme, tu étais plus le Rémi timide, tu vois, tu pouvais laisser s'exprimer des choses. Oui, mais j'étais sérieux, voilà. C'est-à-dire que je me souviens pendant une réunion, il y a une fille qui me poursuivait de ses assiduités, et moi, je voyais rien, et où je faisais l'indifférent, voilà. J'adore. Il y a tellement qu'il y a un garçon qui lui a dit, mais c'est après moi que tu es comme ça. Elle dit non, pas du tout. Voilà. C'était après moi, mais moi je voyais rien du tout et je réalisais après, mais j'étais tellement timide que... Ouais, voilà. Oui, tu disais non, pas moi, c'est pas de moi. Ne bougeons pas, restons calmes. J'adore, surtout quand on connaît ton nom de famille, c'est drôle. Oui, rigolo. Bon, voilà. J'ai fait des voyages aussi avec la JSC. Je suis allé faire un voyage, par exemple, on a visité la mer de glace dans les Alpes. Et en descendant, le chemin de descente est parfois dangereux et il valait mieux se donner la main. L'idée, c'était qu'on pouvait donner la main aux filles pour descendre, tu vois. Okay. Il y avait des garçons, des filles. Et moi, par timidité, j'ai surtout pas donné la main à une fille. T'es tombé ou pas? Je me souviens de ça. Ouais. C'est marrant comme ça t'a marqué, hein. Et ben voilà, ouais, c'est marquant. Oui. Ouais. Tellement que jusqu'à 60 ans, jusqu'à ma retraite, pour prendre la parole en public, il fallait que je me force, que je me dise, vas-y. Et alors, pour pouvoir parler, je parlais un peu plus fort que la normale. Bon, ça collait bien parce que ma voix est un peu cassée. Donc, mais je me forçais à parler. Ouais. Et je calculais, quand j'intervenais pour poser une question dans une conférence, fallait que je me force à parler. Jusqu'à ma retraite, tu te rends compte? C'est fou. Donc en fait, ouais, t'as 3/4 de ta vie, quasiment, où tu t'es pas pleinement exprimé avec plein de raisons, ça s'explique par plein de raisons, mais... Oui, voilà. Ouais. Voilà, bon, c'est la vie que j'ai vécue. Ouais. Et d'ailleurs, je me pose cette question parce que je me dis, tu vois, l'âme, elle veut toujours s'exprimer, en fait, dans notre vie, que ça s'exprime plus jeune ou pas. Et est-ce que tu ressentais des fois comme des poussées du genre, mais non, en fait, je dois m'exprimer, là, j'ai quelque chose à dire, et est-ce que ça te le faisait? Je te dis ça parce que moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, presque de bouillonner à l'intérieur de moi si je m'exprimais pas.
Alors que peut-être à ce moment-là, je m'étais dit, oh non, mais Fanny, tais-toi, enfin, t'as rien à dire, etc. Et à l'intérieur, ça pousse jusqu'à ce que il faut que ça sorte. En tout cas, il faut que ça s'exprime. Et je me dis, comment est-ce qu'elle a fait ton âme pour vouloir bien rester gentille, tu vois, à pas trop te pousser, justement, Oui, si, il y avait de ça. Oui, je sais. Bon, souvent, je prenais pas la parole. Hein. J'ai eu beaucoup d'occasions de parler où j'ai pas pris la parole. Par timidité, oui. Ouais. Et puis en plus, j'étais pas très à l'aise pour m'exprimer aussi, donc j'avais peur de faire des maladresses avec mes mots. D'accord. Voilà, ça me limitait aussi. Ouais. Mais surtout, je m'exprimais pas, ou alors la réunion se terminait, puis je me disais, tiens, oui, j'aurais pu dire ci, dire ça, et je l'ai pas fait. Oui, si. Mais ça bouillonnait à l'intérieur, oui. Ce qui fait que je me forçais à parler quand je voulais. Je me disais, il faut que tu parles, il faut que tu poses cette question, il faut que tu interviennes. Enfin, ce qui me poussait, c'était la volonté d'intervenir pour exprimer mon point de vue. Bien sûr. C'est surtout ça. Bien sûr. Bon, voilà. C'est vraiment, mais c'est super. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on ne peut pas imaginer ce que les gens ont vécu à l'intérieur d'eux si on leur pose pas les questions. Et j'aurais jamais pu imaginer, tu vois, ça, en fait. Donc, Et donc, à 60 ans, à peu près, à l'âge de ta retraite, tu me disais, est-ce que c'est le fait de partir à la retraite qui t'a libéré, du coup, davantage ta parole? Non, parce que j'ai encore, je me souviens encore de certaines conférences où je me forçais à parler. J'étais stressé, non. Après, c'est le fait d'avoir découvert que, je sais pas comment dire, faut que je réfléchisse, ça me viendra peut-être un jour comment ça a changé. Mais en tout cas, j'ai changé intérieurement, je me suis regardé autrement, il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'est produit, et je me suis dit, je peux m'exprimer. Je pense que je peux m'exprimer plus avec le cœur, avec ce qui me vient à l'intérieur de moi, plutôt qu'échafauder un raisonnement intellectuel, mental, bien structuré pour le dire. Ouais, voilà. Et je peux faire des erreurs, c'est peut-être à entendre des conférenciers dire des choses comme ça. Je vous parle, je ne sais pas ce que je vais vous dire tout à l'heure, mais je commence à vous parler, et voilà, on verra. Bon, et ça m'a amené... après, j'ai animé carrément des débats avec des films en arrivant à Château-Gontier, là. Ça s'est présenté à moi, et je l'ai fait avec souplesse. Petit à petit, je suis intervenu avec légèreté, facilement. Souplesse et légèreté. Oui. Je trouve que c'est hyper bien résumé, parce que, en effet, à vouloir trop travailler le raisonnement, que ce soit parfait, en fait, ce qu'on nous apprend à l'école ou dans notre éducation, peu importe, je trouve qu'on en perd la spontanéité, donc la joie. Oui. Et comme on est déconnecté de ça, la seule chose qui nous reconnecte, c'est de pas faire de faute, en fait, d'être le sachant. Sauf qu'on ne peut pas tout savoir. Il y aura toujours quelqu'un à côté de nous qui saura mieux ou qui s'exprimera mieux. Et du coup, ça veut dire que si on part de ce principe-là, notre parole est jamais importante à faire entendre. Et c'est triste, en fait. Alors que dès qu'on se met en humilité, genre, peut-être je sais pas. Peut-être je vais dire une bêtise et je dirai je ne sais pas, et ce sera OK. Et je trouve que ça permet à tout le monde aussi de s'exprimer, d'être parfaitement imparfait et de faire avancer les choses ensemble, quoi. Oui. Oui, voilà. Oui, c'est effectivement ça. C'est comme ça que j'en suis venu à pouvoir prendre la parole, pas pour dire n'importe quoi, mais dire des choses qui me venaient par le cœur et non pas par le mental. Ouais. Puis tu vois, quand t'as dit légèreté, ça m'a fait penser au yoga qu'on évoquait juste avant en off. Comment tu t'es mis à faire du yoga? Parce que ça m'avait marqué aussi l'année dernière quand j'avais su que tu faisais ton yoga et tout. Enfin, je me suis dit, mais c'est incroyable, mais moi j'adore, je suis trop fan, quoi. Il faut que je parle à cet homme. Je trouve ça impressionnant. Comment tu t'es mis au yoga? Parce que ça date pas d'hier. Et on sait bien que l'image qu'on peut avoir du yoga, parfois, c'est pour les hommes. C'est pas pour les hommes, alors que, tu vas en Inde, je pense qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui pratiquent le yoga. En fait, ça n'est pas genré, en fait, le yoga. C'est plus une discipline. On était très peu d'hommes à pratiquer le yoga. Ce qui m'a amené au yoga, c'est le fait d'habiter dans un quartier
où la maison de quartier organisait des cours de yoga. Après, je sais pas quelle est l'influence, qu'est-ce qui a été le déclic pour que je... Mais ce qui a été le déclic pour être moins stressé, c'est quand même le fait de me retrouver un jour au volant de ma voiture, crispé sur le volant, à penser à mon boulot, alors que j'avais 2 heures là pour me détendre en allant manger, revenir. Mais j'étais à fond dans mon boulot, j'étais passionné par mon travail, mais tellement à fond dedans que j'ai compris que j'allais ne plus pouvoir endormir. Je dormais mal à ce moment-là. J'étais sur les nerfs, mais dans le mental, toujours dans le mental. Ouais, donc pas vraiment de lien entre le corps et le mental. Oui. Et puis la place du cœur peut-être aussi... en fait, dans ton activisme, ton cœur, il s'exprimait, mais dans la façon de faire, vu que c'est militantisme, c'était plus dur, non? Enfin, il devait y avoir un truc qui n'était pas forcément soft, en fait, tu disais de prouver, ou d'avoir raison, ou que les autres voient que c'était la bonne voie, etc. Il y a quelque chose de très fatigant, aussi énergétiquement, je trouve, d'aller essayer de convaincre, en fait. Oui. C'est un ensemble, hein. Là, c'était pas... Je pense qu'il s'agissait pas de convaincre. Je faisais un travail qui me passionnait, dans lequel je m'investissais beaucoup. En fait, je travaillais à la transmission des exploitations agricoles. Et ça me passionnait beaucoup parce que je voyais que les fermes disparaissaient à grande vitesse. Il y avait peu de jeunes à s'installer. Et là, on est dans les années 80. Hein. Et je me disais, je faisais un travail qui pouvait contribuer à ce que un plus grand nombre de jeunes s'installent dans l'agriculture. Voilà, donc j'étais passionné par mon travail. On va dire ça. Et ta vie personnelle, comment elle était balancée par rapport à ce travail qui prenait énormément de place, du coup, dans ta vie? C'était quoi, en tout cas, à l'époque, ton équilibre pro-perso? C'était quoi la place de ta vie personnelle dans ton quotidien? La place de ma vie personnelle. C'est un moment où j'avais ce travail qui me passionnait. J'avais aussi un militantisme politique. Et puis, une vie familiale avec une épouse, 2 enfants. Mes enfants et mon épouse, à l'époque, m'ont reproché de ne pas avoir été assez présent avec eux. Voilà, ma vie personnelle était réduite. C'est pas pour autant que j'étais bien dans ce que je faisais. Mais je savais pas, j'étais maladroit pour élever mes enfants. Je savais pas comment les éduquer. Je voulais pas reproduire ce que mon père m'avait fait. Voilà. Donc, peut-être ça m'a amené mon militantisme, me poussait à l'extérieur de la famille un peu. Bon, c'est ce que j'ai vécu. Voilà. Après, ça m'a permis j'ai rectifié, j'ai évolué. J'ai évolué un peu différemment. J'ai pris plus en compte ce que j'avais à l'intérieur de moi, ce que je pouvais être, mais ça s'est fait, c'est une évolution de conscience, j'appelle ça comme ça. Ouais. Non, c'est touchant parce que je pense que la place du père dans la famille, elle n'est pas toujours évidente à prendre et à trouver entre ce qu'on croit qu'on doit être ou faire et qui on est vraiment à l'intérieur de nous. Plus, on n'est pas tout seul, il y a l'autre coparent. Et j'ai pu observer en fait dans des couples qu'il y avait des personnes qui pouvaient comme surjouer une partie de ce qui était vrai pour eux, mais juste pour contrebalancer ce que l'autre ne faisait pas assez. Et ça vient créer des désaxements de tous les côtés. Donc admettons un papa peu expressif, une maman qui à la base est plutôt joyeuse. Du coup, elle va venir accentuer sa joie, même quand elle n'a pas envie de l'exprimer. Du coup, évinçant d'une certaine manière. En fait, tu vois le cercle vicieux là, ça évince du coup le père qui se dit de toute façon, hein, c'est elle la joie, etc. Moi, je communique pas, et il vient s'enfermer là-dedans, alors qu'au fond de lui, c'est peut-être juste qu'il sait pas comment prendre sa place. Et je trouve que même encore aujourd'hui, c'est pas évident. Il y a énormément d'hommes qui prennent leur place de père et je trouve ça magnifique. Mais d'un point de vue, en tout cas moi de femme, j'ai pas d'enfant, mais j'observe.
je pense que c'est pas facile. C'est pas évident. Et tout comme on ne naît pas mère, enfin, avec une notice de comment est-ce qu'on doit être mère, je crois qu'en fait, la place de père, elle est encore moins expliquée. Et encore moins, parfois elle est naturelle pour certains hommes, mais peut-être encore moins naturelle de par le fait qu'ils n'ont pas porté l'enfant, qu'au début, l'enfant est très, très dépendant de sa maman. Et je pense que c'est pas évident, quoi. Oui. J'ai pas eu de problème avec ça, je pense. J'ai été, comment dirais-je, j'ai assisté à l'accouchement de mes enfants. Et avec mon épouse, ça se pratiquait pas beaucoup à l'époque. C'était le début, quand même. C'était le début. Ouais. Et après, j'ai couramment changé les couches de mes enfants. J'ai participé, je me rappelle avoir trouvé le petit déjeuner qui convenait à ma fille, qui avait 18 mois. C'est la soupe qui lui convenait le matin au petit déjeuner. Dingue. Voilà, j'ai trouvé ça. J'adore. Non, pas de biberon de lait. J'étais content de moi. Donc voilà. Ouais. C'est marrant. Ouais. J'ai bien pris ma place quand même avec les enfants, mais souvent absent le soir pris par des réunions. Voilà. Mais autrement... oui, parce que c'est différent. En fait, on peut être présent physiquement, mais en fait être complètement absent. Oui. Ou être peu présent. Oui. Mais quand on est là, c'est des vrais moments de présence, de partage, de transmission. Oui, donc, quand même, oui. Ouais, je te rejoins. Oui. Et comment, du coup, avec ton évolution personnelle, toutes les transformations que tu as pu vivre, comment est-ce que... ça a été quoi ta relation à l'amour ? Est-ce que dans ta première partie de vie, tu te questionnais sur l'amour ou c'était l'ordre normal des choses ? Genre, je sais pas, je suis un homme, je me mets avec une femme, on se marie, on a des enfants, et puis c'est comme ça, puis il y a de l'amour et c'est cool, mais est-ce que ta définition, ta vision de l'amour a évolué ? Et si oui, comment ? Comment est-ce que toi, tu vois l'amour, tu vois, aujourd'hui et peut-être depuis quelque temps, je sais pas. Oui. Oui. Tu vas bien dormir ce soir. Oui, sûrement, oui. Oui. Ma vision de l'amour. Écoute, je sais pas, pour te parler de ça, voilà, j'étais dans une famille chrétienne. Et l'amour, c'était l'amour du prochain. J'ai pas reçu tellement d'amour quand j'étais enfant. Ma mère avait pas le temps de me donner de la tendresse, tu vois. J'étais un peu sevré de tendresse. Mais j'ai été marqué par l'éducation chrétienne, l'amour du prochain, l'amour des autres, s'oublier soi et puis vivre pour les autres. C'était ça, l'amour, c'était... L'amour à l'extérieur de soi, mais... Oui, c'est ça, ouais. Et puis après, on se marie, on fonde une famille, voilà. Comment ma conception de l'amour a évolué, c'était ça au départ. C'était dans le militantisme du MRJC, de la JAC aussi, que j'ai connu, voilà. Mais l'amour relationnel, l'amour entre un homme et une femme, je l'ai vécu de façon assez mécanique avec ma première épouse, parce que tellement j'étais timide, je sais pas comment j'ai fait pour un jour lui dire je sais plus quoi, comment. Tu vois. Bon, c'était mécanique, je dirais, un peu mécanique. Après, je vivais plus l'amour comme une force intérieure qui me portait à ce pourquoi j'ai milité, en fait, pour voilà, partager de l'amour avec les autres, pour une cause noble, pour une cause généreuse. Ouais. Ça a commencé comme ça, oui. Pour moi. C'est assez curieux d'en parler maintenant, parce que ça permet de le conscientiser maintenant et de voir que aujourd'hui, c'est pas tellement différent, en fait. Oui. C'est pas tellement différent. Simplement, aujourd'hui, je me sens relié aux autres, globalement, à l'univers, mais aux êtres humains de la planète. C'est plus... Voilà.
Mais c'est beau, parce qu'en fait, j'aime bien poser cette question sur l'amour, parce que en fonction de notre cheminement, notre conscience, on n'en a pas du tout tous la même définition, la même vision, et puis ça peut tout le temps changer. Mais c'est vrai que depuis que je me suis rendu compte que tout était amour, même les choses qui sont douloureuses qu'on peut vivre, et qu'en fait, la base, c'est tout le temps l'amour. Il suffit juste de regarder différemment pour voir que c'est ça, ou de voir quel est le bénéfice quand on regardera en arrière. Ah, en fait, c'était de l'amour, mais je l'ai pas vu à cet instant-là. Je trouve qu'il y a quelque chose de très soutenant et qui donne de la puissance et du pouvoir personnel, pas pour écraser l'autre, juste pour prendre sa place, en fait. Prendre sa place, faire ce qui nous anime. En général, quand on est nous-mêmes amour, quand on est dans l'amour, on pense à soi, mais pas dans un sens égocentrique, juste dans un sens où quand on est illuminé, on va illuminer les autres. Et puis du coup, ça touche les autres et ça touche en général la planète de manière positive. Je pense qu'il n'y a pas de chemin de vie qui soit bien suivi, qui soit pas positif pour les autres et la planète. Et ça part avant tout par l'amour. Et le truc, c'est que quand on n'a pas conscience de ça, c'est là qu'aussi les relations, on peut venir combler quelque chose qu'on pense qu'on n'a pas. J'ai pas souvent fait des bons choix d'amour. J'ai beaucoup fait de choix de peur. Et dans mes relations. Et je me rends compte que c'est tellement plus serein quand on sait que en fait l'amour est en nous, et même quand on se sépare de la personne ne prend rien de nous. Elle est pas partie avec une partie de nous, elle est pas partie avec notre amour, on a juste partagé quelque chose au centre, mais je suis entière après aussi. Et je trouve qu'il y a quelque chose du coup de plus léger aussi dans les relations, de plus aimant avec un grand A, et de plus léger. C'est moins l'attachement, j'ai besoin de lui, d'elle, de ce que tu veux. Je trouve ça libérateur en fait. Ouais. Quand on se connecte à une autre forme d'amour, quoi. Oui, oui. Oui, on peut dire plein de choses. Ah bah oui, moi je t'écoute. Sur ce sujet-là. Ah puis alors l'amour, ça je peux en parler des heures. Donc on va pas faire un podcast de plusieurs heures, je vous rassure, mais mais l'amour, il y aurait tellement à dire, oui. Oui, tout à fait. Je réfléchis en même temps. Ouais, bien sûr, prends ton temps. On est bien là. Ouais. Plusieurs idées qui me sont venues. Bon. Alors, la première. Donc, tu parlais, je ne sais plus, j'ai oublié déjà. Elles sont parties, ça t'a juste connecté à quelque chose. Oui. En tout cas, c'est enthousiasmant de mesurer, comment dirais-je, la qualité des relations qu'on peut avoir. Pour rebondir là-dessus, ça me fait juste penser il faut regarder les relations qu'on a, le type de relations qu'on a, et je trouve que ça nous donne beaucoup, en fait, notre état intérieur. Comment est-ce qu'on se sent? Tu vois, si c'est apaisé à l'extérieur, en général, c'est apaisé à l'intérieur, parce que pour moi, l'extérieur n'est qu'un miroir, un reflet de ce qu'on est et ce qu'on voit pas. Et c'est génial parce que ça nous permet de le voir. Ça fait un peu mal, parfois, mais ça nous permet de se réajuster aussi et de faire des choix. Et du coup, si tu regardes, pareil, moi, j'aime trop regarder en arrière, en fait, parce que pour moi, c'est comme des tremplins, en fait, pour pouvoir transmettre. Quand tu regardes sur toute ta vie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment? Ou est-ce qu'il y a un regret que tu as eu? Ou quelque chose comme ça? Ou aujourd'hui, tu es vraiment en paix avec 100% de tes décisions ou de tes non-décisions? Oui, je suis assez en paix avec ça parce que je sais pas comment te dire ça. L'idée que j'avais tout à l'heure à exprimer, c'était que j'ai appris à un moment donné dans ma vie, je me suis intéressé à un raisonnement sur la relation. Je sais plus qui faisait des conférences, son nom va me revenir, sur le sujet qu'on pouvait écouter en audio facilement. C'est Jacques Salomé. D'accord, ouais. Jacques Salomé qui disait on est responsable de la façon dont on reçoit ce que l'autre nous dit, nous donne. Ouais. Ça fait basculer ma conception ma compréhension de la relation dans le couple surtout. C'est pas l'autre qui est responsable de nous agresser ou de nous dire des choses qui nous plaisent pas. C'est moi qui suis responsable de la façon dont je reçois ce qu'il me dit, ce qu'elle me dit, et là, ça change tout. Ouais. Ça change tout. C'est tellement la clé. Ouais. Et pour autant, je trouve que ça vient pas du jour au lendemain. Ça s'intègre pas facilement. Ouais, c'est comme un mécanisme, un nouveau mécanisme à mettre en place. Oui, voilà, mais c'était mûr pour moi de comprendre ça
au moment où c'est venu. Ouais. C'est au moment où voilà. Ouais, ça, c'est hyper juste. J'ai une autre question avant un sujet libre que tu pourras choisir si tu as envie. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour bien vieillir? Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Toi, c'est quoi? Est-ce que tu as des routines? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais parce que ça te paraît peut-être aujourd'hui tellement naturel que tu le vois peut-être même plus comme faisant partie, en fait, intégrante de ton mode de vie. Mais je pense pas que tu aies un mode de vie comme tout le monde. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais bien partager sur, je sais pas, quand tu te réveilles le matin, par exemple, qu'est-ce que tu fais en premier et comment est-ce que tu te laisses aller dans ta journée pour à la fois être au centre, tu vois, dans une forme de légèreté, une forme d'amour, une forme d'équilibre, à la fois quand même de joie, à la fois être animé par ce qui te fait plaisir, etc. Je sais pas, qu'est-ce que tu fais en fait, parce que là, ce sera plutôt des actions, je pense. Ou qu'est-ce que tu fais plus d'ailleurs? Des actions et des non-actions. Ouais. Comment bien vieillir? Non, je voulais dire que jusqu'à 70 ans, je disais de plus en plus souvent, je suis jeune, je suis jeune, voilà. Alors, il y a une raison à ça. Je le dis plus depuis que j'ai 70 ans, mais peut-être que je devrais le redire quand même. Je suis capable de reprendre ça, voilà, de me reprendre là-dessus. Mais je disais ça parce que j'ai aussi traversé des problèmes de santé importants. D'accord. C'est tellement important que, en accord avec certains thérapeutes, les thérapeutes qui m'ont suivi, ils m'ont dit, mais t'avais un corps destiné à la médecine, à être soigné en permanence pour être à la merci de la médecine. J'ai traîné pendant longtemps, jusqu'à 70, 75 ans, je sais plus, d'avoir des métaux lourds dans le sang, tellement forts que je ne pouvais pas dormir la nuit sans avoir froid aux pieds si je n'étais pas couvert, même par 30 degrés de température extérieure. Les jambes couvertes. Alors, tous les médecins me disaient, mais moi aussi je suis frileux, c'est rien. Hein. Bon, j'ai quand même trouvé quelqu'un qui, comme un magnétiseur, qui a trouvé que j'avais des métaux lourds dans le sang, qu'il m'a nommé, des métaux que je ne connais pas, mais lui, il avait, et il m'a traité avec l'eau. Ouais. Et mon père nous soignait avec l'eau aussi. Et donc, j'étais content de tomber sur un thérapeute comme ça, qui appliquait une méthode qui s'appelle la méthode bye-bye allergie maintenant. D'accord. Soigné par l'eau, 2 fioles d'eau informée avec les métaux, en correspondance avec les métaux, que j'ai tenu pendant ma main pendant quelques minutes. Et il a fallu une autre séance, une deuxième séance après, pour que vraiment ma frilosité disparaisse du jour au lendemain. Donc en 2 séances, tu t'es libéré de quelque chose que tu traînais? Que je traînais depuis mon enfance, dû à un vaccin. Incroyable. Un vaccin banal que j'ai reçu dans mon enfance. Bon, j'ai vécu aussi, je suis né pendant la guerre et dans une période où ma mère était hyper stressée. Un accouchement très difficile. Et peut-être qu'elle en avait de ces métaux-là, peut-être que aussi elle m'a transmis, j'en sais rien, parce qu'elle était très très frileuse elle aussi. D'accord. Bon, voilà. Ouais. Mais en tout cas, je me suis défait de cette frilosité, je me suis défait d'une cirrhose du foie très prononcée, décelée par un radiologue qui me dit pourtant vous buvez pas d'alcool. C'est dingue. Ben non, je buvais pas d'alcool, mais cirrhose du foie quand même. 3 ans après, en lisant de qui était ce bouquin, je crois que c'était un médecin qui est mort, qui est mort là pendant le Covid, ou à la fin du Covid, je ne sais plus son nom, qui a écrit dans un bouquin, mais manger des fruits à la fin d'un repas, ça provoque une fermentation, et voilà, ça rend le foie malade. Et moi qui suis frugivore, je mangeais beaucoup de fruits à la fin des repas, et même après m'être fait radiographier comme ça,
il m'a fallu plusieurs années encore 2 ans pour lire dans un livre que c'est les fruits mangés à la fin du repas. C'est dingue. Qui me provoquait ça. Ouais. Je me suis guéri de ça. Bravo. Voilà, je suis soigné avec l'argile aussi, d'une infection d'estomac, d'un ulcère à l'estomac. Wow. Voilà, donc je suis revenu de plusieurs incidents de santé comme ça qui m'ont fait progresser à chaque fois. La maladie. Ouais, le mal a dit. Voilà, voilà, c'est des choses qui ont marqué, qui ont été marquantes dans ma vie aussi. Ouais. Oui, et du coup, le fait le bien vieillir, c'est aussi le bien vivre, en fait. C'est aussi le bien s'écouter. Bien s'écouter, écouter son corps. Ouais. Voilà, j'en suis venu à ça, à comprendre ça aussi. Ouais. À venir à une alimentation bio aussi. Ouais. Parce que les toxines que j'avais reçues m'invitaient plutôt à me dispenser de rajouter de la chimie à tout ce que j'avais. Oui, c'est clair. Alors, il s'agissait plutôt de me libérer de toute la chimie qu'il pouvait y avoir dans mon corps. Et pour pouvoir être en bonne santé, physique et mentale. Alors, autre chose aussi qui a été marquant pour moi, c'est le fait de faire un jeûne. Ouais. J'avais peut-être 50 ans, à peine 45 ans, quand j'ai fait un jeûne une première fois, et plusieurs jeûnes à suivre. J'ai été surpris de constater que, c'est curieux, je jeûne, je m'alimente pas, ma femme se moque de moi, mes enfants se moquent de moi, c'est pas grave. Je m'installais à table avec eux quand même. Et le fait de jeûner me libérait l'esprit, me rendait les idées plus claires. Le soir, je ne m'endormais pas pendant la réunion. Ouais. C'était extraordinaire. Ouais. Donc ça aussi, ça a été une désintoxication sûrement qui se produisait en même temps. Jeûne et cure de raisin, ça m'a aidé à me détoxiner. Chaque fois, c'est des problèmes de santé qui m'ont fait évoluer. Et en même temps, je m'ouvrais aussi à la compréhension de la façon dont on fonctionne. Je me suis intéressé à des témoignages donnés par des gens qui ont connu un enfant, une femme par exemple, qui racontait comment elle était encore en contact avec son garçon de 22 ans décédé. Comment il communiquait avec elle. Il lui disait « Mais maman, je suis bien là où je suis et t'inquiète pas pour moi et la vie, l'au-delà, c'est magnifique. » Bon, voilà, ça m'a permis de libérer mon mental et puis d'aller vers la compréhension que la vie, c'est plus que simplement une matière à gérer, organiser, des choses à faire. C'est aussi un état d'être. Ah oui. Ouais. Tu sais, en t'entendant parler, ce qui venait, ça me faisait penser à ça, c'est que pendant toute une période de ta vie, tu t'autorisais pas forcément à parler. Quand tu parlais ensuite, fallait que ce soit mental, donc quand même bien, tu réfléchissais beaucoup. T'as toujours eu beaucoup de questionnements globalement. Et puis, t'avais finalement cette énergie qui venait pas jusqu'à tes pieds, quoi. Parce que pour moi, c'est comme une énergie qui se serait arrêtée avant, tu vois, on peut imaginer ça comme on veut, bien sûr. Il y a une approche scientifique, une approche spirituelle. Moi, je veux la prendre en énergétique et j'avais là vraiment la sensation comme si ça pouvait beaucoup chauffer à la tête. Et puis, en fait, plus ça allait vers le bas et moins ça chauffait, en fait, comme si ça passait pas. Et que par rapport à grâce plutôt à toutes les étapes de ta vie et la compréhension de ton corps, c'est comme si tu avais allégé, donc même enlever les métaux lourds, c'est aussi alléger, métaux lourds, tu vois, c'est métaux lourds, allégé, enfin c'est quand même dingue. Bien sûr. Allégé au niveau du cérébral et fluidifier complètement dans tout l'intérieur de ton corps pour faire circuler pleinement l'énergie de vie dans toutes tes cellules de ton être, quoi, contribuant du coup à un bien vivre et à un bien vieillir. Bien grandir. J'aime bien dire grandir au lieu de vieillir, mais j'ai quand même dit vieillir tout à l'heure. Oui. C'est ça qui me venait. J'avais vraiment si je devais avoir un dessin, comme si c'était très foncé en haut et après couleur claire et comme si c'était blanc au pied, tu vois. Je voyais ça, c'est marrant. Oui, c'est une belle image, ça me parle.
Ouais. Génial. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder? Ça, c'est un peu le sujet libre, c'est-à-dire s'il y a quelque chose que tu aimerais partager qui n'a pas forcément de rapport avec ce qu'on s'est dit et que tu t'es dit même avant la conversation, « Ah, j'aimerais bien parler de ça », c'est le moment. Si tu penses que c'est complet, c'est complet. C'est toi qui dis. J'en sais rien. C'est là que peuvent venir des choses précieuses, peut-être. C'est un peu où j'en suis aujourd'hui. Voilà, je prends la vie avec plus de légèreté. Même, peut-être que, oui, même si je reçois des coups, c'est pas grave, ils sont pas inutiles, ils sont pas inappropriés. Et ça ne peut que être une occasion de franchir une marche, de grandir. Comme dit quelqu'un que j'ai appris ça il y a 2 jours, Fabien Moine, par exemple, qui a créé, qui a fait un film et qui a écrit un livre. Son film, c'est Suspendu, des soignants entre 2 mondes. Il a écrit un livre après avoir fait ce film pendant le Covid, là, où il dit, mais on est en train, avec cette crise du Covid et d'autres événements dans le monde, on est en train de vivre un rituel de passage à autre chose. On va vers un autre monde. Et c'est ce que montrait son film, Les soignants suspendus, qui ont refusé que l'on viole leur corps en leur administrant des choses inconnues dont la dangerosité est inconnue, ont eu ce courage et en fait ils sont les précurseurs un peu d'une autre médecine, d'une autre façon de nous soigner, de prendre soin de nous. Et on peut l'élargir ça à la situation dans le monde, et on est dans un monde qui a besoin d'amour pour justement évoluer et créer un paradis sur Terre. Ouais. Ah, c'est beau. C'est ce à quoi je crois profondément, et je pense que quand on connaît la puissance de l'intention, voilà, on ne peut qu'avoir envie de continuer à vivre dans cet esprit-là, et à faire le matin ce qu'on a envie de faire pour que l'univers en bénéficie, c'est-à-dire envoyer des pensées de guérison, des pensées d'amour aux personnes qu'on aime, voilà. Notamment. C'est reçu en plein cœur. C'est très précieux, oui. Et c'était très cristallin. Merci beaucoup. Merci Fanny. Rémi, comment tu te sens à la fin de cette conversation? On a passé 1 heure à parler. Comment tu te sens là? Comment c'est dans ton corps? Eh ben, écoute, c'est détendu, c'est, voilà, j'allais dire lumineux, mais... Ils le verront pas, mais c'est pas grave, certainement. Nous on le voit. Bon, d'accord. Merci. Oui. Eh ben, merci à toi. Merci aussi. À toi. Continue à rayonner de ton amour et de ta pétillance. C'est vraiment ce mot-là que j'aime bien associer à toi. Tu vois, quand je pensais à toi, plein de fois dans l'année, j'ai pensé à vous deux. Et je me suis dit, c'est la pétillance. Merci beaucoup. Écoute, j'aime bien pétiller.